Ok, eh ben, salut tennis et bienvenue à Mehdi. Donc, Salut Maurice. Voilà, merci d'être là. Donc Mehdi, la première chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux te présenter? Ok, Mehdi Vildina, entraîneur de tennis. Voilà, j'ai 29 ans et c'est ma passion. Je suis devenu entraîneur il y a 2 ans maintenant, c'est ma 3e année. Ok. Est-ce que tu as un check qui te définit en tant que joueur de tennis? Par exemple, si tu as un coup fort en coup droit, c'est le check classique. Non, j'ai pas de check précis. Mais maintenant que tu le dis, il faut que je réfléchisse à ça parce que c'est important. Du coup, comment tu joues en simple? Je suis plutôt un contreur. Ok. Ouais, Donc, contreur de fond de cours, exact. Coup droit revers, pas de... Non, j'ai pas de... Enfin si, j'ai une petite préférence en coup droit, mais c'est kiff-kiff. Ok, ça roule. Ok, très bien. Alors, du coup, comment t'en es venu au tennis? T'as découvert ça quand t'étais petit, t'as baigné dedans ou t'as découvert ça par hasard? Comment t'es arrivé au tennis? Un peu par hasard, ouais. Non, j'ai pas baigné dedans. J'ai découvert vers l'âge de 10-11 ans. Mon père zappait sur Eurosport, on tombe sur le match de André Agassi, Pete Sampras. Et comme par hasard, c'est Sampras qui sert. Il sert, il monte à la volée, Agassi tente de le lober, il monte en élévation, il fait un smash sauté, et je dis à mon père, il faut qu'on fasse ça. Et puis voilà, il a acheté 2-3 raquettes, on a joué ensemble, lui il s'est inscrit d'abord, mon frère ensuite, et moi en dernier, je commençais à 13 ans, donc et à partir de là, j'ai plus jamais lâché la raquette. Ok, du coup tu fais service volé, smash sauté. Absolument pas. Ok, ça marche. Et au fur et à mesure, ton classement, ça a évolué comment à partir de 13 ans? T'as fait beaucoup de compétitions, t'as joué que de temps en temps? Moi, je viens de Guadeloupe et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compètes pour les jeunes. Il y a à peu près 11 tours, il y a à peu près 11 clubs là-bas, donc 11 tournois. Et au début, j'en faisais très peu, hein, j'en faisais 3 par an. Donc mon classement a évolué très lentement. Je suis resté, je crois, 3 ans 33 en jouant régulièrement des matchs. Enfin régulièrement, je faisais mes trois tournois, quoi. Yes. Et puis fin de l'adolescence, j'ai commencé à bien jouer, à partir faire des tournées, dont une à Montpellier. Et là, j'ai fait 30 matchs en un mois, ça m'a changé. C'est clair. Et je suis passé de 33 à 15-2. Voilà. Okay. Et depuis, j'ai pas bougé par contre. Est-ce qu'on peut transférer ça et donner un conseil, ceux qui veulent progresser vite? Parce que le fait de jouer beaucoup de matchs comme ça, du coup, ça, clairement, ça aide. Ah ouais, clairement. Ceux qui veulent passer un cap là, de 32 à monter. Oui, clairement. En fait, il y a, comme tu le dis souvent dans tes vidéos, il y a un petit décalage entre le niveau de jeu qu'on produit, tout simplement, et notre classement. Et pour se rapprocher le plus, que le niveau de jeu se rapproche le plus possible de son classement, il faut bien sûr jouer le plus souvent possible. Il faut jouer très régulièrement des matchs. C'était dit aux alentours de 60, entre 60 et 80 matchs par an pour être sûr d'être bien sur son niveau de jeu. Donc du coup, moi au début, je pensais avoir un niveau de jeu de 33. Et quand j'ai perfé jusqu'à 15 ans ici, je me suis aperçu en fait que j'avais un niveau de jeu de 15-2, tout simplement. Ouais, voilà. C'est clair. Du coup, super, 60-80 matchs, c'est un très bon chiffre. Est-ce que tu préfères que ce soit régulier, au fur et à mesure de l'année? Par exemple, je vais faire un tournoi toutes les 2 semaines. Ou est-ce que tu préfères que ce soit des blocs? Par exemple, pendant un mois, là, je fais 4-5 tournois d'affilée, je joue beaucoup. Est-ce qu'il y a une préférence pour les deux ou est-ce que les deux se valent? Moi, j'ai une petite préférence, mais après, c'est chacun chacun devrait avoir sa préférence par rapport à son cycle, hein, tout simplement. Moi, ma préférence, c'est plutôt jouer régulièrement toute l'année. Parce que moi, plus je joue souvent et mieux c'est pour mon niveau. Il y a d'autres personnes qui jouent 1 ou 2 fois par an et malgré ça qui arrivent à développer un bon tennis, peu importe leur adversaire. Moi, c'est pas mon cas. Il faut que je travaille vraiment beaucoup pour que je me sente bien. Donc généralement, si je fais 10 tournois, je serai meilleur au 8e, au 9e et au 10e que dans les 3 premiers, quoi. Ok, c'est super intéressant. Et c'est intéressant aussi parce que moi je suis pas comme ça. Et du coup, comme tu as dit, chacun est différent. Exact. Donc c'est vrai que moi j'aime bien faire 4 tournois d'affilée. Parce que je sais qu'au 2e ou au 3e surtout, je vais être performant. Alors que si je fais un tournoi toutes les 2 semaines, je sais que je suis capable de pas être performant à tous les tournois. Ah ouais, ça du coup, il faut 2-3 matchs d'affilée quand même pour enchaîner. Donc c'est intéressant de varier. Ok, super. Alors je sais que tu as passé le DE, c'était à Montpellier. Exact. C'était il y a 2 ans. Ouais. Ok, parfait. Et donc cette année, tu passes ta formation du DES à Montpellier. Ça. Exact. Ok. Est-ce que d'abord, avant de parler du DES, tu peux nous parler du DE? Comment ça se passe? Comment on s'inscrit? Quels sont les prérequis? Quel est le contenu de la formation? Tout, voilà. Et comment s'est passé, bien sûr, ton année? D'accord.
Ben, moi, c'est plutôt bien passé. Je dis plutôt, c'est un peu mitigé, c'est bien passé. Bon, comme partout, il y a eu des points forts et des inconvénients. Commençons par les prérequis. D'abord, il faut que tu aies, je crois, 90 heures en terrain qui sont validées par un ou plusieurs clubs de tennis, hein, en tant que moniteur, qu'il y ait des contenus pédagogiques. Ou alors que tu sois détenteur de l'ancien diplôme, dans l'ancien CQP qu'on appelle l'assistant au moniteur de tennis, l'AMT. Et 90 heures, c'est des 90 heures que tu dois avoir fait avant d'arriver. Exactement, okay. C'est ça. Voilà. Et okay. Ensuite, détenir le brevet de secourisme, je crois. Avant, tu étais obligé d'avoir le diplôme de juge arbitre, niveau 1, en tournoi, exact. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est plus obligatoire. Okay. Et la dernière chose, je crois, c'est qu'il faut que tu sois classé minimum 15-2. Ok, voilà. Très bien. Donc ça aussi, ça a évolué. À mon époque, c'était 15. Et apparemment, je suis encore jeune, mais apparemment, encore avant, c'était 4-6. C'est ça. De très nombreuses années. Ouais, c'est ça. Donc ok, ça a encore redescendu. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont mis 15-2 ? Parce qu'il y a toujours le duel. Il y a ceux qui te disent non, il faut être quand même un bon joueur pour pouvoir coacher, il faut quand même avoir un bon niveau, ça sert à rien d'être non classé. Et d'un autre côté, il y en a qui te disent bah oui, mais c'est pas le niveau qui compte, c'est la capacité pédagogique de coaching. Ouais. Alors du coup, comment on se situe par rapport à ce 15-2 ? Ben, j'en ai parlé un peu au coordonnateur, qui s'appelle Philippe Bresciani, et qui nous disait en fait que le nombre de DE diminuait d'année en année. Ça veut dire que c'est pas le nombre de DE en soi qui change la donne, c'est les années que les entraîneurs restent entraîneurs. Généralement, la moyenne, c'est 7 ans, et après les 7 ans, soit ils font leur métier évoluer, soit ils changent carrément de métier. Donc du coup, il faut essayer de trouver un plus grand vivier et ouvrir la formation au 15-2 au lieu des 15 permet d'avoir plus de personnes avec le diplôme, quoi. Ouais, en ce qui concerne le classement, moi je suis toujours mitigé. Moi je suis 15-2, donc effectivement je me trouve dans la partie des gens qui sont contents que ça soit ouvert au 15-2. Je dirais qu'en fait ce sont les deux. Enfin, si tu es très bon pédagogue et effectivement tu arrives à techniquement produire suffisamment ce qu'il faut pour que ton élève puisse progresser, eh ben, dans ces cas-là, il n'y a pas de limite. C'est pas, le 15-2 n'est qu'un chiffre. Là, je reviens encore au niveau de jeu et au classement, ça n'a aucun rapport. Par contre, effectivement, plus tu as joué de matchs à haut niveau, entre guillemets, et plus tu pourras aider ton joueur, surtout mentalement, à se préparer à ce qu'il aura à jouer en match, quoi. Moi, je sais que par exemple, mentalement, je n'ai pas eu à jouer d'autres, même si j'ai eu des matchs serrés, hein, à jouer des adversaires qui pouvaient produire beaucoup plus que ce que moi je produis et arriver à me sortir du pétrin quand même. Ok, ouais, c'est très intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de niveau de jeu, en fait, on s'en fout parce qu'on peut trouver des sparring. C'est ça que les gens oublient tout le temps. On dit ouais, mais si tu joues quelqu'un à 0, comment tu fais pour tenir la cadence ? En fait, on s'en fout parce qu'on peut trouver un sparring. Et puis justement, si on entraîne Federer, on n'a pas besoin d'être à son niveau. Exactement. Donc c'est effectivement, c'est l'argument. Ok. Du coup, très intéressant, tu as dit que le métier d'entraîneur évoluait rapidement, c'est une moyenne de 7 ans. Ouais. Comment ça se fait que les coachs de tennis évoluent aussi rapidement ? Premièrement, c'est que c'est un métier assez pénible, je trouve. Enfin, ça dépend d'où on travaille et dans quelles conditions aussi. Mais effectivement, c'est très rare de trouver un club qui te convienne, avec une politique sportive qui te convienne à toi aussi, et avec une structure et tout ce qui va avec, dont le salaire. Donc, soit, comme je disais tout à l'heure, certains le font évoluer, et soit, effectivement, ils préfèrent passer à autre chose et trouver un autre métier. Moi, j'explique ça par rapport à la pénibilité du métier. Il y a des métiers qui sont plus pénibles que les autres, et l'entraîneur, le coach de tennis, ça fait partie. C'est vrai que c'est impressionnant parce que moi je suis d'accord avec toi, hein, forcément je suis du métier, je sais exactement comment ça se passe, mais j'entends toujours quelqu'un qui me dit « Oh, t'as le plus beau métier du monde, t'es au soleil toute la journée », parce qu'en plus on est en extérieur. Ouais, c'est vrai. Et puis on nous voit l'été, on nous dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'être prof de tennis ». Et on nous dit toujours ça. Et il y a aussi la notion de « Ouais, mais tu l'as choisi, c'est ton métier passion ». Du coup ça peut pas ne pas te plaire, ça peut pas être pénible vu que c'est ta passion de base. Moi je rêverais jouer au tennis toute la journée. Du coup, est-ce que tu peux préciser pour ceux qui ne sont pas trop au courant, quelles sont les difficultés de ce métier ? C'est un peu partout pareil, hein. Moi aussi, j'ai d'autres collègues qui font des métiers, je dis la même chose. Le côté un peu plus pénible du métier, c'est déjà les horaires. Nous, on bosse la plupart du temps quand les gens sont disponibles. Ça veut dire en soirée, en week-end, pendant les vacances. C'est effectivement là où on peut se permettre d'avoir
de faire beaucoup plus d'heures. Et autre chose, effectivement, on est debout, on donne de l'énergie, on tape la balle, même des fois où on ne tape pas la balle. C'est assez physique et même mentalement, c'est usant. On a 2 journées qui sont très importantes pour nous, le mercredi et le samedi. Le mercredi et le samedi, lorsque tous les deux on fait 9 ou 10 heures de suite, ouais, c'est assez usant, quoi. C'est clair. Ok, bon, super. Est-ce que, alors, entre le DE et le DES, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Quelles sont ces différences? Et voilà. Ben, moi, en tout cas, lorsque je me suis engagé au DES, je m'y suis engagé pour justement voir un peu plus le niveau, un peu plus le haut niveau. En ce qui concerne le DE, tu vois tous les publics, ça veut dire les adultes, les enfants, les confirmés, les débutants, un peu de tout. Et ce qui est normal puisque effectivement, lorsque tu arrives dans un club de tennis, la population elle est grande, elle est vaste, donc tu as toutes les catégories d'âge et de niveau. Et en ce qui concerne le DES, on est un peu plus sur la technique et la tactique et le mental et le physique de haut niveau. Et ça, c'est ce qui me plaît davantage. C'est-à-dire que effectivement, je resterai dans la formation, mais la formation pour pouvoir pousser les jeunes ou les moins jeunes, hein, peu importe, à arriver à leur maximum de leur potentiel. En tout cas, se rapprocher le plus possible, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Ok. C'est intéressant et ça confirme, moi aussi quand je suis arrivé au DE, on m'a toujours dit oui, tout le monde pense au haut niveau, mais la base dans les clubs de tennis, c'est quand même le bas niveau, c'est le gros volume, donc c'est ça qu'il faut travailler en premier. Donc effectivement, ça rejoint. Est-ce qu'il y a une notion aussi parce que moi j'ai entendu dire qu'au DES, c'était aussi former une équipe. Donc j'exagère, mais je caricature. Le DE, c'est apprendre à être enseignant sur le terrain. Ouais. Et DES, c'est apprendre à diriger un club, à diriger toute une équipe pour diriger son club. Oui, ce sont les 2 grandes parties qui sont vues justement dans la formation. C'est-à-dire que la première partie concerne le haut niveau et la deuxième partie concerne plutôt la formation de cadre, le management d'une équipe, effectivement. Donc ceux qui cherchent à avoir plus de billes pour devenir directeur sportif et faire évoluer leur métier, ben, ont aussi le contenu qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Ok, très bien. Est-ce que c'est la même équipe qui te donne les cours entre le DE et le DES ou c'est complètement différent? Non, il y a plusieurs intervenants qui viennent justement nous transmettre leur savoir. Donc là, on a eu déjà un intervenant en biomécanique. Donc cette fois-ci, c'était pour la technique. On a eu demain, moi j'ai un intervenant en préparation mentale et aussi en planification. Donc là, ça concernera justement plutôt mentalement le joueur. Et on a d'autres intervenants. Donc la semaine dernière, on a eu justement un collègue qui est de Bayerg, Yenda Salsik, qui a justement lui fait évoluer son métier, qui est passé plus d'entraîneur à justement un directeur sportif. Alors lui qui chapeaute, il a fait un très très bon travail à Bayerg. Et donc du coup c'est lui qui chapeaute les entraînements, les équipes. Il a développé un tas de choses dans son club, c'était phénoménal. Il nous a transmis tout ce qu'il avait fait là-bas et moi j'ai trouvé ça pas mal du tout. Même si ça ne me concerne pas directement sur mon évolution du métier. Est-ce que du coup il y a plus d'intervenants extérieurs au DES qu'au DE? Oui. Clairement. En 3 semaines déjà, j'en ai eu 5. Au DE, j'en ai eu 5 durant toute l'année. Est-ce qu'on peut expliquer ça par le fait que, vu que vous voyez du haut niveau, à partir du moment où on est sur du haut niveau, il faut externaliser. La préparation mentale, c'est un spécialiste. La préparation physique, c'est un spécialiste. Chacun a sa spécialité. Ouais. Alors qu'au DE, du coup, vu que c'est global, on peut avoir encore les compétences. Ouais, carrément. Je pense que c'est pensé pour ça et c'est tant mieux parce que moi, c'est ce que je recherchais aussi. Ok. Autre question, j'ai une rumeur. C'est toujours la même, c'est oui, mais en France, on est que sur la technique. Nous, on bosse pas le mental, c'est pour ça que les joueurs ne sont pas performants. Les Français sont fragiles mentalement et on n'a pas la culture de la gagne, la culture. Est-ce que au DE, alors je parle plus au DE du coup, mais on peut en parler aussi du DES, est-ce que c'est confirmé qu'on voit beaucoup de techniques ou est-ce qu'au contraire c'est une fausse rumeur et que non, au contraire, on essaye d'être sur la performance globale? C'est pas une fausse rumeur, ça a été le cas et c'est le cas encore dans beaucoup de clubs et dans beaucoup de pôles. Mais on commence à justement s'inspirer des autres académies, des autres fédérations et on rattrape notre retard petit à petit. Certes, c'est un peu plus tard que les autres, mais on commence à rattraper notre retard. Vu qu'on avait déjà beaucoup d'avance au niveau technique et qu'on est reconnu dans le monde entier pour ça d'ailleurs, si on rattrape notre retard sur le mental, je pense que
à ce moment-là, là, on va vraiment donner du bon travail. Effectivement, ce métier-là, en tout cas lorsque les joueurs arrivent à haut niveau, on avait tendance en tout cas en France, à beaucoup minimiser l'aspect mental. Alors que tout part de là. On peut soit construire un cercle vertueux ou alors un cercle vicieux, rien qu'à partir d'une balle qui nous a embêtés ou alors qui nous a justement redonné confiance en nous. Et je pense qu'il faut qu'on parte de ça, en tout cas lorsqu'on est sur le haut niveau, moi je pense. Ok, si on reste sur le haut niveau, comment on va faire justement, là je suis un joueur, mon objectif c'est d'être haut niveau, comment je vais faire pour progresser dans ce domaine? Que je sois français ou d'un autre, peu importe le pays, comment je fais pour justement être bon mentalement, être bon physiquement? Comment je fais là, je suis jeune, pour accéder au niveau? Comment je fais pour être performant dans ce domaine? Ouais, je pense qu'il faut commencer par le travailler dès le début. C'est très très dur de créer une routine alors que tu es déjà dans le métier, que tu as déjà tes habitudes. C'est très très dur de pouvoir se pousser à ça, mais c'est faisable. Il y a beaucoup de joueurs qui y sont parvenus et qui l'ont fait. Il y a plusieurs outils. Il y en a un que moi j'aime bien, c'est celui de Roger Federer qui s'est mis à la sophrologie ou au yoga, je ne me rappelle plus, à l'époque où justement il cassait une raquette par match et qui a décidé de lui-même en fait d'essayer d'extérioriser différemment pour pouvoir rester dans le match concentré plus longtemps. Parce que le but c'est ça au final, c'est de rester concentré au bon moment. Voilà, de ne pas sortir du match trop longtemps. Parce qu'on est tous humains, il y aura toujours un moment où on sera énervé, on sera vexé, on aura peur, on ne sera pas courageux, on n'aura pas confiance en nous, ou alors on sera trop content, trop euphorique. Enfin, il faut arriver à gérer nos émotions. C'est ce qu'il faut apprendre, c'est ce qu'il faut en apprendre pour faire ça. Donc si je répète ce que tu dis, c'est ne pas attendre d'être haut niveau pour travailler mentalement. Ah oui, carrément. C'est vraiment tout le début, la base, vraiment tout le temps. Ouais. Dès le début, savoir gérer ses émotions, c'est la base. Ok, très bien. Du coup, est-ce qu'il y a un public que tu préfères? Du coup, est-ce que c'est plus le haut niveau comme tu as dit, ou du coup tous les... Le public que je préfère, c'est les enfants entre 8 et 12 ans. Ouais, j'aime bien. Ok. Et le mini-tennis, c'est un peu plus compliqué? Oui, parce que du coup, j'aime bien aussi, mais on voit autre chose. C'est plus de l'éveil et de la coordination. Mais on voit des choses super intéressantes. Il y a des enfants qui sont du coup beaucoup plus débrouillards que d'autres. Il y en a qui sont moins débrouillards. Et on a toujours plus de satisfaction lorsqu'on arrive à faire découvrir quelque chose à celui qui est moins débrouillard. On se dit, ah ça y est, on y est arrivé et tout, que celui qui arrive avec plus de facilité. Donc oui, c'est différent. Ok. Juste pour finir sur le DE et DES, qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Et est-ce que ça t'a comblé tes attentes? Ou est-ce qu'au contraire, t'en veux encore plus? Bien sûr que t'en veux plus, mais voilà, ouais, est-ce que ça t'a comblé les attentes que tu avais de ces formations? Non, j'avais quelques attentes, elles ne sont pas venues, mais j'ai aussi quelques billes que j'espérais pas avoir aussi. Mais au DE, j'attendais plus de contenu sur les blessures des sportifs et comment les éviter ou alors pouvoir les réparer. Plus de contenu sur la préparation, la programmation, je veux dire, de l'entraînement, que ce soit pour les enfants, les adultes ou alors ceux qui sont en compète. J'attendais aussi plus de contenu niveau mental. Là, il y en a eu très très peu. Mais donc du coup, niveau DES pour l'instant, c'est bon. Quoi d'autre? Ah oui, et aussi pouvoir visiter, voir ce qui se passe à l'étranger ou alors dans des académies, quoi. Voir comment c'est organisé. Voilà, un tournoi de haut niveau. Ok. Quelle bille ça t'a apporté? En quoi? En compétences, qu'est-ce que tu retiens qui t'a le plus apporté? Beaucoup. Qu'est-ce que je peux dégager dans tout ça? Déjà techniquement, j'ai appris énormément de choses puisque je suis un peu un autodidacte. J'ai joué beaucoup au tennis, mais beaucoup au mur ou alors dans des groupes qui étaient bien étoffés. On était 10 sur le terrain, on tapait la balle, c'était un animateur. Et c'est arrivé au DE que je me suis rendu compte qu'en fait ma technique était très très limitée et que justement, en compensant tout ça, que mon physique était très très élevé. Et donc du coup, j'ai appris énormément de choses techniquement, tactiquement aussi. J'avais que 2 tactiques à l'époque, c'était viser là où l'autre n'était pas ou frapper plus fort que lui, c'était tout. Voilà. Ok, ce qui peut marcher des fois, mais oui, voilà, mais c'est limitant. Il faut s'adapter. Est-ce que, outre les compétences,
quand même le DE et le DES ça ouvre des portes. Est-ce que tu le recommandes pour les entraîneurs qui veulent vraiment en faire leur métier? Ou est-ce que vraiment il n'y a pas besoin, on est autodidacte et ça suffit? Non, effectivement, ça ouvre des portes, mais tout dépend de ce qu'on a en objectif de carrière. Enfin, la grande porte qui s'ouvre une fois que tu as ton DE, bien sûr, enfin que tu as ton DES, bien sûr, c'est l'entrée à la ligue ou en fédération. Là, effectivement, si tu veux avoir une carrière en fédération, il vaut mieux l'avoir parce que c'est très très compliqué de se faire une place dans ce milieu-là si tu l'as pas ou si tu n'as pas été un joueur de haut niveau, tout simplement. Mais en dehors de ça, non, effectivement, il n'y a pas trop de... Mis à part quelques gros clubs que je connais, non, j'ai jamais vu d'offres d'emploi qui stipulaient qu'ils voulaient juste un DES et tout. Non, enfin, les gens sont plutôt à la recherche de quelqu'un qui a de l'expérience que quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Moi, je le passe vraiment parce que, comme tu as dit tout à l'heure, j'étais pas tout à fait satisfait de ce que j'ai eu comme contenu au DE, donc je suis venu récupérer au DES, quoi. Ok, parfait. Question, le duel entre les coachs qui sont 15-2, ouais, comme toi, et les anciens joueurs de haut niveau qui deviennent coachs. Ouais. Est-ce qu'il y a duel entre les deux ou est-ce qu'au contraire c'est complémentaire et c'est bien qu'il y ait tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire il y a duel parce qu'eux ils n'ont pas eu de formation en tant que prof, du coup des fois ils savent pas trop expliquer, et à l'inverse nous on n'a pas forcément le niveau parce qu'eux ils ont vraiment vécu les choses, eux ils te disent oui mais moi je l'ai vécu de l'intérieur, je sais exactement comment ça se passe dans la tête d'un joueur. Ouais. Comment ça se passe ce duel pour toi? Pour moi, il est plutôt complémentaire. Pas toujours, mais il est plutôt complémentaire. Généralement, un joueur de haut niveau, je ne dis pas qu'ils sont tous casés dans la même case, mais ils ont plutôt l'esprit de compétition. Et ce qui les intéresse, du coup, c'est les compétiteurs. Et les joueurs classés 15-2, parmi eux, peut avoir aussi des entraîneurs qui ont l'esprit de compétition et qui veulent aller vers le haut niveau. Mais on verra très rarement l'inverse, c'est-à-dire un joueur de haut niveau donner cours à la masse, entre guillemets, à des adultes débutants ou des enfants débutants. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a un manque de motivation très impressionnant. Enfin, c'est pas intéressant pour eux, c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc effectivement, si on imagine que les entraîneurs, anciens joueurs de haut niveau, ont quelques difficultés dans la pédagogie, elle se sentira moins avec un autre joueur de haut niveau qu'avec les débutants. Donc à mon avis, c'est plutôt complémentaire. Okay. On a besoin des deux de toute façon. Yes. Du coup, Jean-Bray, quel est ton objectif sur les prochaines années? Est-ce que tu vas faire évoluer ton métier, tu vas arrêter? Ou est-ce que tu as vraiment un objectif précis? Ou est-ce que quel est ton objectif? Comment tu vois la suite de ta carrière? Ouais, j'ai plusieurs, comment on dit ça, plusieurs étapes dans ma carrière. Là, je suis à la deuxième, c'est déjà ça. Moi, mon but, c'est d'essayer de faire évoluer mon métier et de gérer une académie, en fait, en toute fin de fin. Mais entre-temps, j'espère déjà obtenir mon diplôme, rentrer en Guadeloupe pour créer un groupe Avenir qui permettra justement aux jeunes joueurs de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amener le plus près possible de leur potentiel. Et pour terminer, en fait, avoir un club à moi, des terrains qui m'appartiennent, pour ensuite justement faire la même chose qu'avec le groupe Avenir, mais avec tous les joueurs de tous les horizons, quoi. Voilà. Ok, super objectif. Donc du coup, dans 10 ans, on refera une vidéo et on verra où ça en est. On fera ça. Voilà, exactement. Alors du coup, tu as dit que tu étais en Guadeloupe. Et donc du coup, tu étais en Guadeloupe l'année dernière aussi. Ouais, c'est ça. Et tu vas y revenir l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des différences notables entre la Guadeloupe et la France? Ouais. En termes de club, j'en sais rien moi. Oui, il y a de très très grosses différences. Il y a pas, c'est un département, c'est même une région, la Guadeloupe, qui est totalement détachée de la métropole. Et donc du coup, on voit de très grosses différences. Déjà culturellement, il y a une très très grosse différence. Il y a très peu de gens qui jouent au tennis en Guadeloupe. Il y a la différence entre les pratiquants et les non-pratiquants, enfin les licenciés et les non-licenciés, mais il y a une très très grosse différence. En Guadeloupe, il n'y a que 1200 personnes recensées qui ont leur licence en tennis. 1200 personnes. C'est rien du tout. Mais par contre, les 1200 personnes jouent tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Donc il y a très très peu de personnes qui jouent au tennis, mais l'économie même tennistique, elle est déjà bien fournie. C'est-à-dire que tout le monde prend au moins un cours indiv en Guadeloupe, tout le monde prend sa raquette au moins 3 fois par semaine en Guadeloupe, et on retrouve tout le monde dans tous les tournois, peu importe où ils sont, tout le monde va dans tous les tournois. Ça veut dire que les gens viennent voir des matchs alors qu'ils ne jouent même pas.
Ici, c'est totalement l'inverse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont licenciés, il y a beaucoup plus de gens qui sont inscrits. Mais par contre, on voit de moins en moins d'heures passées dans le club. Généralement, les enfants ou alors les adultes, ils viennent jouer et puis ils repartent. Ils prennent leur service et puis ensuite ils s'en vont. Ça, malheureusement, c'est un peu compliqué pour nous, profs de tennis, de demander à l'enfant ou alors à l'adulte, ah mais si tu prenais un cours en plus, ça va te faire progresser. Il dit ouais mais non, ça me va, un cours 1h30 par semaine. Donc du coup la personne elle joue 1h30 par semaine au tennis, mais en même temps elle demande une plus grande progression. Sauf que c'est l'inverse, puisqu'on verra aussi que niveau motivation, si elle ne progresse pas assez vite, elle va délaisser le tennis et elle ne reviendra pas. Donc c'est ça. En ce qui concerne la compétition, c'est tout l'inverse. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a très très peu de compétition. Sauf niveau Galaxy, on a fait un très beau, super parcours au niveau Galaxy. Un circuit d'enfer. Là, ça tourne vraiment très très bien. C'est super. Par secteur, ça tourne super bien. Donc, c'était super bien développé. Mais côté adulte, c'est un peu moins bien. Après le confinement, on a un peu plus développé les TMC, comme ici. Les gens ont bien apprécié et donc du coup, on commence à développer ça, quoi. Voilà. Ok, ça marche. En termes d'infrastructure, c'est plus gros, c'est plus petit, c'est pareil? C'est plus petit, pour la plupart. Il n'y a que 2 clubs. Ouais, il n'y a que 2 clubs qui dépassent les 5 cours. Et c'est juste pour en avoir 7 ou 6. Mais il n'y a aucune infrastructure où il y aura 30 cours comme on peut voir au Cap d'Agde ou à la Grande Motte. Non, il n'y en a pas. Vous êtes que en cours extérieur, comme à Montpellier, où il y a des salles? Ouais, non, que extérieur. Et du coup, il fait chaud toute l'année? Oui, il fait chaud toute l'année du coup. Ouais, il fait chaud toute l'année. Les rares fois, pour ceux qui se posent la question, les rares fois où il pleut, enfin, il pleut pas longtemps en Guadeloupe. Il pleut souvent, mais il pleut 3 minutes. Bon, il pleut très fort par contre. Il pleut 3 minutes et au bout des 3 minutes, le soleil revient, ça sèche en 5 minutes. Donc en gros, on a perdu 5 minutes du cours et rebelote. Les rares fois où il pleut très longtemps, on est en vigilance cyclonique et donc du coup, généralement, on annule le cours, mais il pleut presque jamais. C'est marrant, ouais, comme on gère différemment. Ouais, c'est clair. Tu m'avais parlé une fois que tu avais la plage juste à côté des terrains. Comment on vit dans cet environnement de rêve? Comment ça se passe? Donc du coup, il y avait les terrains, parce que moi je me pose cette question, j'essaie de visualiser. Il y a les terrains, il y a la mer juste derrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Il fait beau, il y a du soleil, ouais. Il fait chaud toute l'année. Ouais. Donc là, le côté pénible du métier est un peu moins... Ah si, ah non, faut pas... Non. justement, il fait pas chaud 23 degrés, il fait très très chaud, il fait 35 degrés. Et donc 10 heures à 35 degrés, c'est énorme. Et oui, et culturellement, c'est un peu différent d'ici aussi. Ici, comment dire, on démarre un peu l'activité entre 9h et 10h. En Guadeloupe, tout le monde est déjà debout à 6h du matin. Donc moi, mes premiers cours, c'était à 7h du matin et je terminais à 21h. Ah ouais. Et à 7h du matin, il fait déjà 30 degrés. Et ouais, du coup, la journée est longue. Exact. Peut-être qu'il vaut mieux justement mettre moins entre midi et 2, peut-être, j'en sais rien. Sauf le mercredi. Mais ouais, mais on a beaucoup de demandes. On a trop de demandes, on peut pas... Donc du coup, c'est toute la journée. Ouais, on préfère pas refuser du monde, donc on prend du monde. C'est ça. Donc ok, ouais, même si ça paraît idyllique, là, dit comme ça, je suis derrière la plage, il y a les terrains et tout, finalement c'est quand même... Ah oui, tu transpires beaucoup. C'est quand même un métier. Hein, c'est clair. Ok. Est-ce que dans la culture, parce que t'as grandi là-bas du coup, est-ce que... évidemment ça t'a influencé, mais quelle est la différence avec la France, en termes de match? Est-ce qu'il y a une différence? Je sais que tu rigoles tout le temps. Ouais. Est-ce que c'est ta culture qui t'a influencé ou est-ce que c'est ta personnalité qui est vraiment comme ça? Ouais, c'est un peu des deux. Je crois que c'est un peu des deux. T'as l'air tellement relax et je caricature. On n'est pas tous comme ça en France. Ouais, mais quand même, le dimanche par équipe, le dimanche, les gens qui s'énervent. Ah, mais moi je viens là pour m'amuser, ça triche de partout, ça fait cœur aller. Je vois sur les tournois, tout le monde fracasse sa raquette, tout le monde est nerveux en match. Alors des fois je me dis c'est le tennis qui fait ça aux joueurs. Mais des fois je me dis c'est peut-être la culture aussi quand même. Ouais, un peu des deux. Franchement, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des gens qui cassent autant de raquettes en Guadeloupe qu'ici. Je pense que c'est plutôt une influence globale du tennis, tout simplement. Ouais, voilà. C'est le tennis qui nous met dans des conditions exceptionnelles. Exact, c'est tout. Ok, parfait. Juste quelques dernières questions. Tu as parlé de la baisse justement en France, du nombre de licenciés. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête, peut-être que je les mettrai. On était 100 000, je crois, il y a quelques années. Ouais. Et là, on est en train vraiment de chuter. Comment tu l'expliques? Comment ça se fait?
Parce qu'on a souvent critiqué la Fédé, Ouais. sauf que là on se rend compte que c'est plus seulement en France, c'est mondial. Oui. Tout le tennis mondial est en train de diminuer. Comment ça se fait qu'on est en train de perdre des terrains? Moi, je pense que c'est une activité qui est, mine de rien, un peu difficile à apprendre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment en rapport avec la motivation. Donc, il y a d'autres activités qui sont plus faciles à apprendre, qui sont beaucoup plus ludiques. Enfin, même si le tennis est un sport qui est très très ludique, et donc on a plus de concurrence. Et on vit dans une époque où les gens ils aiment bien consommer très rapidement. On a Netflix, on a les livraisons maintenant qui arrivent de Uber Eats. Enfin, on n'est pas de plus en plus feignant, mais il y a plus de services qui arrivent plus vite, et donc du coup celui qui arrive plus lentement, ben on le met de côté. C'est ce qui se passe avec le tennis, quoi. C'est tout bête, mais c'est ce qui se passe avec le tennis. Je pense que ce que Mouratoglou essayait de faire la dernière fois, juste après le confinement, en ce qui concerne son tournoi UTS, c'était une des choses qu'on pourrait améliorer. Ça veut dire que lorsque le sport sera un peu plus attrayant, qu'il y aura plus de choses, comment dire, comment on dit ça en français, entertainment. Ouais, à part attrayant. Ouais, voilà, quelque chose de plus attrayant, ça amènera du nouveau public. Ouais, voilà. Ouais, plus attractif. Mouratoglou, c'est l'une des choses à essayer qu'il a mis en place. Exact, ouais. Okay. Donc à l'ITS, essayer de faire des formats qui sont plus courts, avec plus de choses attractives. Enfin, je pense que c'est l'une des choses qui pourra amener plus de personnes au tennis. Ok, très bien. Pour terminer, je suis derrière mon écran et tout. Si jamais, moi je voulais te rencontrer, je voulais prendre des cours avec toi. Comment on fait pour te contacter? Vous venez à l'Hôteliste Club déjà. Voilà. Et vous contactez Pierre Deruel qui est justement le directeur sportif du club. Ou alors venez directement sur place. Donc ça c'est cette année, sachant que l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, en Guadeloupe. C'est ça. Je retourne à Petitbourg. Donc il faut aller en Guadeloupe. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça marche. T'as pas de site internet encore? Pas encore, non, pas encore. Okay. Je suis pas encore là-dessus. Ça roule. Ok, et nickel. Et merci. J'en prie. C'est super cool. Merci Maurice. Et puis à la prochaine. Allez, salut tennis, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Bye bye. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile. Clique sur le lien dans la description. À bientôt.